Bonjour à cette deuxième capsule vidéo sur pour notre enseignement à distance là. Bienvenue, bienvenue, Saint-Amablien. Bon, c'est ça, désolé pour les problèmes techniques hier, mais en fait, c'est ça, je vous rappelle là, que la vidéo est disponible sur YouTube. Je vais juste peut-être aller la chercher pour que ce soit clair pour tout le monde. En fait, c'est ça, là, vous avez accès à la correction, comme je le disais au premier cours, là, des exercices pour ceux qui veulent se pratiquer et aussi là, des petites capsules que je fais ici. Je vais vous montrer comment faire pour aller chercher ça, en fait, pour ceux que ça leur a échappé un peu, là. Donc voilà, je vais juste arrêter ma présentation un petit peu avant de commencer, bien sûr. Puis, je vais aller ici là, sur Microsoft Teams. Je vais sélectionner le groupe mathématiques de troisième secondaire, hein. Vous avez sûrement français, etc. là. Moi aussi, d'ailleurs, je suis membre du groupe de français. Puis c'est ça, on va aller sur le Teams de mathématiques. Moi, ici, on a toutes les conversations. Je vous dis bien sûr que j'ai envoyé le devoir. Puis ici, on a l'onglet là, Fichier. D'accord? Je vais cliquer là-dessus. Puis ici, il y a seulement un seul document, là. Il y a un seul document. Puis c'est ça. Celui-là va vous aider dans le fond pour tout, là. Que ce soit pour l'horaire qui est à la deuxième page ici. J'ai pas mis l'enregistrement pour la première séance, là, mais je me suis dit que bon, euh, c'était quand même clair, là. Puis c'est ça. Ici, bon, on a tout ce qu'on a fait à date, là. En fait, aujourd'hui, le plan de match, là, ce serait de faire les questions numéro 1 à 6. Commencer ça là, dans le document de questions essentielles que je suis en ce moment. C'est sûr qu'idéalement, là, vous pouvez vous l'imprimer. Si vous n'avez pas d'imprimante pour les devoirs, etc., là, je l'avais dit, vous pouvez quand même le faire à côté puis prendre des photos. Mais bon, c'est sûr que l'idéal, c'est de l'imprimer puis d'avoir accès aux questions directement. Fait que comme je disais, ce document-là, il rassemble vraiment les questions classiques en troisième secondaire, puis les questions qui sont importantes. Donc voilà, puis pour hier, par exemple, je sais que j'avais posté le lien sur le Teams directement, mais je vous rappelle là, qu'on peut y accéder tout simplement en cliquant l'hyperlien ici. Euh, tu, tu, tu. Bon, il semblerait avoir un problème de pop-up là, mais si je copie le lien, par exemple, ok, ça marche. Fait que je vous rappelle là, que ce lien mène directement vers la capsule qui avait été supposée être présentée hier. Mais finalement, c'est ça. Finalement, il y avait eu des Dans ce problèmes techniques, donc cas-ci, on n'avait pas pu terminer. Mais bon. Puis ici, d'ailleurs, si vous allez sur mon channel, là, vous allez avoir accès à toutes mes vidéos. Bon, on a ici là, le channel du groupe, puis toutes les vidéos de correction d'exercice ou de théorie. Cette vidéo-là va être mise là, en ligne, bien sûr, tout de suite après le cours. Donc voilà. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on est jeudi le 21 mai, puis le cours va commencer à 10h30, et commencer, hein. Puis c'est ça. Je vous invite à commencer à faire les questions numéro 1 à 6, puis vous avez là, la vidéo solutionnaire là, pour vous aider. Bon, d'accord. Donc oui, je voulais dire aussi que j'ai mis le premier devoir. Ici là, à gauche de votre onglet Teams, vous avez l'onglet Assignment ou Devoir en français, j'imagine. Voilà. Si vous cliquez là-dessus, bon, vous avez vos groupes, puis on va aller sélectionner mathématiques. Donc moi, c'est sûr que j'ai accès à la version prof, là. Donc c'est pas vraiment le même setup que vous, mais en fait, c'est ça. Le devoir 1 est déposé, puis si vous cliquez dessus, vous allez voir ici là, la date à laquelle je dois déposer le devoir, c'est-à-dire lundi prochain, le 25 mai. Puis, je vois aussi là, le document, hein, qui est le devoir lui-même. Donc là, vous allez avoir une option là, d'uploader vos photos, vos démarches en fait, hein. C'est ça. Je vous invite encore une fois à télécharger le document puis écrire directement dessus ou bien à l'ouvrir sur votre ordinateur là, puis à faire ces démarches à côté. Donc voilà. Vous avez encore là, plusieurs jours pour le faire, étant donné que c'est le premier devoir, pas tout le monde est habitué, là, je vous donne en masse de temps. Donc vous avez jusqu'à lundi minuit.
Donc, mardi, on reparlera de ce devoir-là. Bon, mais ceci est dit, donc c'est ça, c'est pas mal les choses importantes là. Dans le document ici, vous avez accès aux vidéos, puis aux questions essentielles là, de troisième secondaire qui nous aident beaucoup à réviser. Puis ben, pour les devoirs, là, vous avez l'onglet ici, là, puis vous avez accès à tout. OK? Donc voilà. Fait qu'aujourd'hui, c'est la deuxième partie sur, ben, sur le chapitre des fonctions, là. Je l'avais divisé en deux parties. C'est sûr que la partie d'hier, c'est la partie qui est un petit peu plus difficile, hein. Tu sais, on parle de taux de variation, d'ordonnée à l'origine, puis on est dans différentes situations. On a les graphiques, la table de valeur, on a la règle, on a, c'est ça, une fonction inverse aussi, dont on a parlé hier. C'est sûr que ça nous avait pris au moins là, 15-16 cours là, assimiler tout ça euh, en début d'année, là. Mais bon, c'est sûr qu'en ce moment, ça va un petit peu plus vite parce que il nous reste pas beaucoup de temps. Puis ben, c'est sûr que je veux vraiment là, pas gaspiller de temps, puis que tout le monde soit prêt le plus possible pour l'an prochain. Donc voilà. Fait qu'aujourd'hui, la deuxième partie du chapitre sur les fonctions, on va couvrir le reste. C'est surtout les technicalités, bon, les propriétés des fonctions, puis bon, ce genre de choses-là, là. Les réciproques, puis les relations versus les fonctions. Fait qu'on va voir ça ensemble. Euh, voilà. Fait que, ben, idéalement, j'aurais peut-être dû le faire hier, là, étant donné que ça couvrait les numéros 1 à 6, mais en tout cas, étant donné que les numéros 1 à 6 sont seulement à faire pour aujourd'hui, ben, vous aurez besoin du schéma de décision pour les numéros 1 à 6. En fait, pour le schéma de décision, ce qui arrive, c'est que si on nous donne une table de valeurs, par exemple, avec des coordonnées, ben, en troisième secondaire, on sait que la plupart du temps, on a des fonctions de premier degré ou de degré zéro, mais parfois, par exemple, on a des fonctions de degré, des fonctions de variation inverse. Donc, souvent, c'est une erreur classique en troisième secondaire. Les élèves sont pas capables de reconnaître que c'est une fonction de variation inverse. Puis, ils essaient de calculer, par exemple, le taux de variation d'une fonction de variation inverse, là, ce qui ne fonctionne absolument pas. Donc, c'est dans cette optique-là qu'il y a beaucoup là, de pédagogues en général en mathématiques qui ont élaboré là, le schéma de décision. Euh, voilà. C'est sûr que l'idéal, c'est de vraiment comprendre les fonctions, puis quand on arrive sur une table de valeurs, ben, on sait que on ne pourra pas appliquer le taux de variation parce que ça ne marchera pas, hein. Bon, si on a affaire à une fonction inverse. Donc, voilà. Fait que c'est surtout à ça que ça sert le schéma de décision, c'est-à-dire, c'est la première question qui est vraiment la plus importante, là, à mon avis, à moi. Ben, est-ce que la multiplication des coordonnées est toujours la même, hein? Puis ça, j'ai fait plusieurs exemples dans le document de questions essentielles, là, puis ils sont en ligne, puis on peut toujours les regarder. Mais en fait, ce que ça dit, ça, c'est que si j'ai une table de valeurs ici, ben, on vous donne une table, c'est classique, on vous donne une table de valeurs, puis on vous demande hein, de trouver la règle. Ben, si j'ai une table de valeurs qui est ici, là, et que j'ai de la misère avec ma souris, par exemple, j'ai 1, 8, j'ai 2, 4, j'ai 4, 2, puis je sais pas moi, j'ai 6. Mettons que j'ai juste 3 points, OK? Juste 3 points. Bon, l'erreur classique ici, c'est que les élèves vont voir une table de valeurs, puis ils vont tout de suite commencer à calculer le taux de variation, etc. Mais ce qui arrive dans cette situation-là, c'est que j'ai affaire à une fonction inverse. Donc, il faut que je commence à me demander, est-ce que c'est une fonction inverse? Donc, la manière de se demander, est-ce que c'est une fonction inverse, puis d'avoir une réponse à notre question, c'est bien sûr de commencer à multiplier les points de coordonnées ensemble. Donc, si je fais 1 fois 8, ça me donne bien sûr 8. Si je fais 2 fois 4, ça me donne bien sûr 8. Puis si je fais 4 fois 2, ça me donne encore une fois 8. Là, j'étais à court d'exemples là, pour qu'est-ce qui va donner 8 quand j'ai multiplié, mais on s'entend qu'il y aurait une infinité de valeurs là, de nombres qui pourraient se multiplier entre eux puis qui donnent 8. Donc voilà. Puis la représentation graphique, bien sûr, d'une fonction inverse, là, ça ressemble à ça pour ceux qui s'en souviennent pas. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, si je réponds oui à la question, OK, est-ce que la multiplication des points de coordonnées donne toujours la même chose? Ben, dans ce cas-là, je vais être ici dans le cas d'une fonction inverse. Si je réponds non, on va savoir que ben, ça va être un autre type de fonction. Donc, soit un degré zéro ici, mais je vous rappelle que la première question, c'est vraiment la plus importante, parce qu'après ça, même si on sait qu'on est dans
un de ces trois types de fonctions-là, si on veut. Là, ici, on a une fonction de degré 0. Ici, on a les deux types de fonctions de degré 1, là, variation directe et variation partielle. Je vous rappelle que ces deux-là se démarquent seulement par, je l'avais dit dans une de mes capsules précédentes, ces deux fonctions-là, là, ces deux types de fonctions-là se distinguent seulement par le fait que celle-ci passe par l'ordonnée à l'origine et celle-ci ne passera pas par l'ordonnée à l'origine. Donc, la forme de celle-ci, ce sera y est égal à ax, puis celle-ci, là, ce sera y est égal à ax plus b. Hein? Donc, on aura un ordonnée à l'origine différente de 0. Donc, voilà. Mais ce que je voulais dire, finalement, c'est que une fois qu'on a décidé oui ou non si on avait affaire à une fonction inverse, ben, après ça, si on sert des outils normaux pour calculer le taux de variation, puis l'ordonnée à l'origine, etc., ben, on n'aura pas vraiment besoin de se poser explicitement ces questions-là parce qu'ils vont se poser d'eux-mêmes. OK? Fait que dans le fond, il y a juste vraiment cette première question-là qu'il faut penser à cette option-là. Il faut penser que ça existe une fonction inverse, puis qu'il ne suffit pas juste de voir une table de valeurs, calculer le taux de variation, puis l'ordonnée à l'origine. Donc voilà, ça fait pas mal le tour du schéma de décision. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez là, les poser dans le chat, ou même si vous êtes gêné un peu ou quoi que ce soit, hein, vous pouvez aller dans le chat privé là, puis m'envoyer une question, un courriel. Là, j'en ai hier, j'ai répondu à des questions vers 7-8 heures le soir, puis tu sais, ça m'a fait plaisir. Là, j'étais sur mon ordi, donc j'étais là. Donc, puis je dis pas que je vais toujours répondre à vos questions vers cette heure-là le soir, mais si je suis là puis que j'entends un ping, je vais aller voir ce qui se passe. Puis si j'ai le temps, puis la patience, je vais répondre certainement. Ça va me faire plaisir. OK? Donc, gênez-vous pas. Que ce soit pendant le cours ou à l'extérieur des cours, là. Donc, ben, le 15e concept de notre chapitre sur les fonctions, c'est ben, relation versus fonction. Je sais qu'il y a des enseignants, des fois, qui le voient un peu plus tôt dans leur étude des fonctions, mais moi, bon, c'est un truc qu'on avait vu à l'université un peu, puis bon, c'est propre à chacun ces choses-là, mais moi, j'aime bien savoir c'est quoi une fonction, puis manipuler des fonctions avant de se demander si c'est une fonction ou pas. Mais bon, c'est vraiment, c'est ça qui est un peu spécial avec le chapitre sur les fonctions, c'est l'ordre peut vraiment changer. Puis bon, ce genre de notion-là peut arriver à la fin ou au début, là. Mais bon, l'important, bien sûr, c'est de les comprendre. Donc, relation versus fonction, pour ceux qui s'en souviennent pas, ben, toutes les fonctions sont des relations, mais ce n'est pas toutes les relations qui sont des fonctions. Fait que je vous le rappelle, là, si j'ai mon diagramme de Venn, par exemple, ben, je vais avoir ici l'ensemble des relations, hein, c'est-à-dire n'importe quelle association entre des coordonnées x, y, des variables quelconques, n'importe quelle relation. Puis là-dedans, ben, j'ai un sous-ensemble qui est les fonctions. Donc, on voit bien sûr que si je suis une fonction, je suis une relation, mais si je suis une relation, je ne suis pas nécessairement une fonction. OK? Donc, on va élaborer un petit peu là-dessus aujourd'hui. Donc, pour être une fonction, c'est la définition, là, il faut que chacune des coordonnées de la variable x, c'est-à-dire la variable indépendante, soit associée à au plus une coordonnée de la variable y, c'est-à-dire la variable dépendante. Donc, ce que ça mange en hiver, cette phrase-là, c'est donc dire que si j'ai bon, une association entre des points x et y, ben, ma variable x ici, c'est-à-dire la variable indépendante, pour être une fonction, il faut qu'il y ait seulement une seule de valeur de y qui soit associée. Ici, je vois que c'est bel et bien une fonction parce que je n'ai jamais la même valeur de x qui est associée à une valeur de y différente. Donc voilà. Ici, c'est une fonction. Puis pour enchérir, je vais y aller avec ce qui n'est pas une fonction. Donc ici, hein, je vois que j'ai le point 1,6, ça va. J'ai le point 2,8 et j'ai le point 2,10. Là, dans ce cas-là, ici, hein, c'est ça qui cloche, bien sûr. C'est ces deux points-là ne répondent pas à ce qui est la définition d'une fonction. Fait que pour être une fonction, il faut que chacune des coordonnées x, des coordonnées de la variable x soit associée à au plus une coordonnée de la variable y. Donc, au plus, il y en a plus d'une. 2, la variable x est avec 8 et la variable x ici, qui est 2, est avec 10. Donc, ce n'est pas une fonction. Voilà, maintenant, on va regarder un petit peu graphiquement ce que ça donne, le fait de ne pas être une fonction. Je vous rappelle la définition. Pour être une fonction, il faut que chacune des coordonnées de la variable x soit associée à au plus
une coordonnée de la variable y. Ici, je vois que j'ai bel et bien une fonction graphiquement, hein, puisque, bon, si je me demande x, la variable x ici, quelle est sa coordonnée y? 4. Parfait. Est-ce que j'en ai plus d'une? Non, j'en ai une seule. Ici, est-ce que la variable x, c'est 4? La variable y qui est associée, c'est 7. Ça marche. Puis, je peux faire le même raisonnement. Ici, là, la variable x, c'est 8. Sa variable y qui est associée, c'est 7. Donc, je me rends compte que l'exemple précédent là, est bel et bien une fonction, puisque la définition là, est bel et bien respectée. Sauf que ça arrive des fois que la définition n'est pas respectée. Donc voilà ici, là, ma variable x en 8 est associée à une infinité de valeurs de ma variable y. C'est-à-dire que j'ai plusieurs points ici. Hein. J'ai 8, 7, j'ai 8, 6, j'ai 8, 8, j'ai 8, 9, j'ai 8, 10. Puis j'ai aussi tous les points qui sont entre les deux. Hein, toutes les valeurs décimales qui sont entre les deux. Donc ici, là, j'ai beaucoup plus qu'une seule valeur de y qui est associée à 8. J'en ai plusieurs. Donc dans ce cas-là, là, on voit que ce n'est pas une fonction. Donc je vous rappelle que bon, les fonctions, c'est surtout utile là, en informatique, etc. Puis peut-être que pour certains, juste comme ça, là, quand on voit juste la théorie, ça peut paraître un peu dénudé de sens, mais c'est important qu'une fonction retourne seulement une seule valeur de la variable dépendante, puisque, comme je vous le rappelle, l'exemple qu'on avait fait avec la date de naissance, puis le signe astrologique, ce serait comme de dire que quelqu'un qui est né le 29 avril peut soit être un Gémeaux ou un Lion. Ben, on voit que dans ce cas-là, on n'aurait plus une fonction, on n'aurait plus quelque chose qui fait du sens, parce que ma variable indépendante, la date, serait associée à deux valeurs de signes astrologiques différentes. Donc, on voit là que dans des contextes de la vie de tous les jours, avoir une fonction, c'est vraiment essentiel. Mais c'est sûr que là, on utilise une fonction pour des choses qui sont quand même assez simples. Donc voilà, ça fait le tour sur ce qui est une fonction ou pas. J'espère que vous comprenez. Si vous avez des questions, gênez-vous pas encore une fois. Donc, le concept numéro 16 qu'on avait vu en classe, c'est ben, la réciproque d'une fonction. Voilà. La réciproque d'une fonction s'obtient en intervertissant les valeurs de x et de y. Elle se note f de moins 1 de x. Donc, c'est ça. C'est une notation ici là, qui me permet de dire que f moins 1 de x, c'est la fonction inverse de f de x. Donc voilà, c'est tout simplement la notation. Fait que, par exemple, ici, si je veux rechercher la réciproque de cette fonction-là, je sais que tout ce que j'aurai à faire, c'est d'intervertir les points de coordonnées. Donc, plutôt que d'avoir 0,2530, je vais avoir 30 en x et 0,25 en y, tout simplement. Donc, ici, même chose, hein, 0,515 va se transformer en 15, 0,5, et même chose ici. Donc, c'est pas plus compliqué que ça là, pour ce premier exemple-là. Donc, si je vous demande à l'aide d'une table de valeurs de me représenter la réciproque d'une certaine fonction, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est d'échanger les coordonnées de x et y. En d'autres mots, là, bon, plutôt que d'avoir une coordonnée x, une coordonnée y qui est en fonction de x, on va avoir plutôt là, l'inverse. Donc voilà, on a la réciproque de la fonction. Graphiquement, ce à quoi bon, ça ressemble, c'est bien sûr ici, par exemple, j'ai le point de coordonnées 10, 20. Hein, je parle bien sûr de ce point-là. Puis ici, bon, j'aurai le point de coordonnées 50, 60. Puis ici, j'aurai 90, 60. Donc, si je veux tracer la réciproque de cette fonction-là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'intervertir les points de coordonnées ici, puis de redessiner mon truc. Fait que si je vois là, que le point 10, 20 est devenu le point 20, 10, hein, vous voyez, j'ai juste interverti mes coordonnées, puis j'ai placé mon point. Après ça, le point 50, 60 devient le point 60, 50. Puis le point 90-60 devient 60-90. Encore une fois, j'ai échangé là, ces valeurs-là de place.
Fait qu'on voit là que toute ligne horizontale, bien sûr, de ma fonction originale va représenter une ligne verticale dans ma réciproque. Ça, si on combine ça avec la carte précédente, ben, ça veut dire que si j'ai une ligne horizontale comme ça là, de ma fonction originale, je sais que la réciproque de ma fonction originale ne sera pas une fonction. D'accord? Parce qu'ici, hein, je sais que x, ma variable x 60, est associée à plusieurs valeurs de la variable y. Donc, ça ne répond pas à la définition de qu'est-ce qu'une fonction. Dans le fond, ce qu'on discutait à la carte précédente. Donc voilà, je vous rappelle que une des questions classiques, là, c'est il vous donne une fonction originale, il vous demande est-ce que la réciproque est une fonction. Donc ces deux concepts, c'est les cartes 15 et 16, puis il faut souvent là, les combiner ensemble. Donc on entre dans la section sur les propriétés des fonctions. Je vais juste regarder combien de temps, ça fait combien de temps que je parle? 20 minutes? Ok, pas super. Je vais reprendre un autre 5-10 minutes là, pour compléter ça. Donc, voilà. Euh, la section sur les propriétés des fonctions, c'est ce qui termine. On va analyser ça. Donc, je vous rappelle, là, il y a domaine, image, il y a la variation, il y a le signe, il y a les extrémums. C'est pas mal ça. Domaine, les valeurs possibles de la variable x. Hein, j'ai été au plus court ici avec mes définitions. Je sais que vous n'aimez pas nécessairement ça. Puis, l'image, là, les valeurs possibles de la variable y. On appelle aussi l'image le codomaine. C'est important de s'en rappeler parce que des fois la question, ça va juste être bon, quel est le codomaine? C'est sûr que c'est intuitif quand même parce que bon, c'est l'inverse de domaine. Pas l'inverse, mais bon, on voit qu'il y a clairement un lien. Parce que le mot s'y retrouve. Euh, dans l'exemple 1, on nous demande de déterminer le domaine et l'image de cette fonction-là. Euh, donc voilà. On se rappelle bien sûr là, que le domaine d'une fonction, c'est tout simplement l'ensemble des valeurs prises par la variable x. Donc, je vois ici que j'ai beaucoup de valeurs de x qui sont associées dans cet intervalle-là, mais après 13, j'ai plus rien. Donc, ce sera mon domaine finalement. Hein? Mon domaine va se trouver à être là, tout simplement 0, 13. Pour ce qui est de l'image, je vais me demander la même chose, mais bon, quelles sont mes valeurs possibles pour la variable y? Donc, je vois là que ben, de 0 de 0 jusqu'à 225, j'ai des valeurs associées. Mais après ça, j'en ai plus. Donc voilà, ce sera ni plus ni moins l'image de ma fonction. Donc le domaine 0,13, là, je l'ai marqué avec des intervalles. Puis l'image, ben, c'est 0 jusqu'à 225. Voilà. Exemple 2, on demande de déterminer le domaine et l'image de cette fonction-là. Ici, bon, ce qui est particulier avec le domaine, c'est qu'on a un point ouvert. Bon, ceux qui se rappellent de qu'est-ce que ça fait un point ouvert, en fait, hein, on voit que, ben, on se rappelle que ici, toutes les valeurs jusqu'à 80 vont être incluses, sauf la valeur 80 elle-même. Donc, je peux me rapprocher autant que je le veux de 80, hein, 79 ou 79,99999, etc. Mais aussitôt que je vais me rendre à 80, cette valeur-là là, ne sera pas inclue dans ma fonction. C'est ça mon point ouvert. Donc, voilà. Et puis ça va avoir un effet sur quel va être mon domaine, là, parce que ici, je vais simplement me demander là, quelles sont les valeurs sur lesquelles, les valeurs de la variable indépendante sur lesquelles ma fonction est définie. Puis, on va se rendre compte que ma fonction est définie là, seulement de 10 jusqu'à 80, mais 80, bien sûr, n'étant pas inclus. Parce que ma fonction n'est pas définie quand x vaut 80. Donc, la manière que je vais faire pour représenter ça ici, là, de dire, OK, 80 n'est pas inclus dans mon domaine, ça va être de rouvrir ma parenthèse vers l'extérieur. Même chose ici, si j'avais eu un point ouvert en 10, ma parenthèse serait de l'autre côté, là. Hein? Ici, vous voyez, mes parenthèses sont de manière normale. Hein? Si on se fie à la définition bon, d'une parenthèse en français, bon, ils sont refermés vers l'intérieur. Que quand j'ai un point qui n'est pas inclus euh, dans ça, ben, je vais vouloir ouvrir vers l'extérieur. OK? Ici, même chose. Ici, ma parenthèse est normale. Si j'avais un point qui serait ouvert, j'ouvrirais vers l'extérieur. C'est un peu ce qui se passe pour l'image. Ben, pour l'image, les valeurs possibles de la variable y vont de 10 jusqu'à 60.
Sauf que 10 n'est pas inclus dans mon image. Donc voilà, j'ai ouvert ma parenthèse vers l'extérieur. Donc l'image de cette fonction-là, c'est 10, 60. Le concept de variation maintenant, la carte numéro 18. Excusez-moi, OK. OK. Donc, chercher la variation d'une fonction, c'est tout simplement chercher, bon, sur quels intervalles de l'axe des x la fonction est soit croissante, décroissante ou constante. Moi, j'ai pas vraiment plus d'options que ça, là. Peu importe à quel niveau on étudie là, les fonctions, puis les variations dans le graphique, peu importe, il n'y a pas d'autre option. Ma fonction peut seulement être croissante, décroissante ou constante. Ici, il va s'agir simplement d'aller trouver euh, quels sont les intervalles de x sur lesquels cette fonction-là est soit croissante, décroissante ou constante. Donc, allons-y avec un premier exemple. Ici, je vais vouloir me demander, OK, sur l'axe des x ici, dans quel intervalle ma fonction est croissante? Ben, on voit que de 10 jusqu'à 50, ma fonction, elle va par en haut. Hein? Elle monte. OK? Donc, c'est la définition d'avoir une droite qui est croissante. Vous voyez? Ici, puis, vraiment, c'est important de se rappeler là, parce que si je vous dis variation, bon, en examen ou l'année prochaine, par exemple, ben, je vous parlerai pas de OK, tu dois me donner une variable de. Ça, c'est une erreur classique. Là. Les élèves vont me donner des variables de Y qui sont associées à la variation, mais c'est aucunement ça. OK? Donc ici, là, il faut que vous me donnez les valeurs de X qui sont associées à la variation, c'est-à-dire cette fonction-là est croissante dans quel intervalle? Ben, cet intervalle-là, c'est de 10 jusqu'à 50. Après ça, ben, cette fonction-là est décroissante dans quel intervalle? Ben, cet intervalle-là, ce sera de 50 jusqu'à 80. Mais comme ma fonction n'est pas définie en 80, donc je vais tout simplement l'écrire comme ça. Voilà. Je vais faire un autre exemple sur la croissance, la constante, puis la décroissance. Donc voilà, encore une fois, je regarde ma fonction, elle va de haut en bas, de droite, de gauche à droite, etc. Donc ici, la seule affaire qu'il faut que je fasse, c'est me demander quand est-ce que ma fonction est croissante. Mais ma fonction ici est clairement croissante, fait que l'intervalle qui est associé à ça, c'est moins 9 jusqu'à moins 4. Donc je vais l'écrire ici, moins 9 jusqu'à moins 4, puis je vais fermer une parenthèse. Là, je vais peut-être manquer de place parce que mon crayon écrit vraiment gros. Après ça, je commence à descendre, puis je fais ça là, de, bien sûr, en moins 4 jusqu'à 2. Hein? J'avais fait des petits... je descends ici. Après ça, ma fonction est constante. OK? Donc, je vous rappelle ici, là, pour la décroissance, j'aurais simplement écrit l'intervalle de x. Donc, de moins 4 jusqu'à 2, ma fonction est décroissante. Puis après ça, de 2 jusqu'à 6, ma fonction est constante. OK? Puis, ma fonction est croissante là, de 6 ici jusqu'à, on s'en souvient, étant donné que la fonction dépasse comme ça ici, là, c'est comme un petit signe qui nous veut dire qu'elle continue tout le temps, comme ça. Donc, on va dire dans ce cas-là l'infini. Puis, on referme vers l'extérieur là, quand on manipule l'infini. Voilà, donc j'ai été capable d'aller cerner, là, dans le fond, tous les intervalles sur lesquels ma fonction est soit croissante, constante ou décroissante. Voilà ce que ça a donné. Bon, pour le signe, il reste juste deux cartes. Il y en avait 20. Donc, pour le signe d'une fonction, allons-y avec un exemple. Ici, là, il y a beaucoup d'élèves qui se mélangent souvent avec la croissance et la décroissance. Puis je sais que ça peut sonner un peu comme pareil, mais ça ne l'est pas du tout, là, parce que ici, si je m'intéressais à la croissance, ben, je me rendrais compte que ma fonction est croissante, hein, elle monte de moins 10 jusqu'à moins 6. Sauf que là, ici, c'est pas la question que je me pose. Moi, je me pose une question, c'est quand est-ce que cette fonction-là est par-dessus l'axe des x ou quand est-ce que cette fonction-là est en dessous de l'axe des x? Puis, un peu comme la variation, là, ce sera des intervalles de x qui seront associés à ça. Donc, voilà ce que ça donne. On voit qu'ici, de moins 10 à moins 8, ma fonction se situe en dessous de l'axe des x.
de moins 8 jusqu'à moins 2, je suis par-dessus l'axe des X. Donc, de moins 2 jusqu'à 2, je suis en dessous. Puis, de même, ben, en fait, là, c'est de moins 2 jusqu'à 6, je suis encore en dessous de l'axe des X. Puis après ça, je remonte par-dessus l'axe des X. Puis, c'est terminé. Donc, voilà. Ici, une fois que j'ai analysé ça comme ça, tout ce qu'il faut que je fasse par la suite, hein, c'est me dire, OK, un des intervalles sur lesquels ma fonction est négative, c'est de moins 10 jusqu'à moins 8. Après ça, un autre intervalle sur lequel ma fonction est négative, ben, c'est de moins 2 jusqu'à 6. Moins 2 jusqu'à 6. OK? Pour ce qui est de ma fonction positive, ben, c'est de moins 8 jusqu'à moins 2. OK? Donc, cette fonction-là, c'est, je veux dire, cet intervalle-là, c'est un intervalle dans lequel ma fonction est uniquement par-dessus l'axe des X. C'est-à-dire que toutes ces coordonnées de la variable Y sont positives. Puis après ça, ben, mon dernier intervalle, ce serait de 6 vers l'infini. On voit que si ma fonction continue comme ça tout le temps, ben, elle sera toujours positive. Donc, elle sera positive jusqu'à l'infini. Donc voilà, ça fait le tour un peu là, de positive, négative, ben, de variation puis de signe. Je vous rappelle que les erreurs classiques là-dedans, c'est souvent que les élèves, bon, on va se faire demander quelle est la variation, mais on ne nous expliquera pas vraiment c'est quoi la variation. Donc, il faut se rappeler de ces définitions-là. Encore une fois, bon, vous avez souvent droit à une feuille de notes, une feuille d'aide-mémoire. Ça peut aider. Aussi, là, souvent, les gens mélangent un peu le concept de variation et signe. C'est important de démêler ces deux choses-là. Puis c'est aussi important de comprendre que dans la variation et le signe, ce sera toujours des intervalles de la variable x. D'accord? Donc, gardons ça en tête. Puis, on va y aller là, pour le dernier, la dernière carte. Celle-ci va comme suit, c'est les extrémums et les zéros. Donc, en fait, là, on parle de, quand on dit extrémum et maximum, euh, ouais, juste extrémum. Fait que juste les extrémums, pardonnez-moi, là, je m'en viens un peu fatigué. Juste les extrémums, là, ça inclut le concept de minimum et de maximum. Donc, quand je me demande c'est quoi le minimum d'une fonction, je veux me demander, OK, c'est quoi la plus petite coordonnée de la variable y que ma fonction va toucher. Ici, bon, c'est la situation contexte là, d'un roller coaster, voyons, un manège russe, là. Euh, donc, puis ici, je vais me demander tout simplement mon maximum, ce sera tout simplement la plus haute valeur que ma fonction va toucher. Vous voyez là, ici, là, je me rends jusqu'à 20, mais je ne dépasse jamais 20. Donc, on va l'appeler mon maximum, c'est le plus haut point que ma fonction peut toucher. Puis le minimum, ici, ce sera 4. Donc, c'est quand même assez intuitif, mais il faut se souvenir ici qu'on cherche bien sûr une coordonnée Y. Hein? Deuxième exemple, ici, on a encore une fois un exemple en contexte. Le maximum de ma fonction, c'est, bon, quand est-ce qu'il fera le plus chaud? Donc, on parlerait de 10 degrés Celsius. Puis ici là, le minimum de ma fonction, c'est moins 18. Donc, c'est le point le plus bas là, sur l'axe des Y. Donc, voilà. Maximum, minimum. Donc, je vous rappelle ici là, que le maximum, c'est 10 et le minimum, c'est moins 18. C'est possible. Par exemple, si j'ai une fonction, dans le plan cartésien, puis celle-ci, mettons, est comme ça ici, puis elle va comme ça ici là jusqu'à l'infini. D'accord? Donc dans ce cas-là, on va dire là que ben, cette fonction-là aura un minimum. Hein? Ce sera la coordonnée y qui va être associée à son point le plus bas. Disons que c'est moins 6. Ben, dans ce cas-là, le minimum de la fonction serait moins 6, mais pour ce qui est du maximum, on voit qu'il n'y en a pas finalement, donc on dirait que le maximum, là, il n'y a aucun maximum. Donc voilà, c'est une chose qui est importante à se rappeler aussi. Là, si la fonction va jusqu'à l'infini, que ce soit par en haut ou par en bas, on va dire là, que le minimum ou le maximum, là, selon le cas, et ben, il n'y en a pas. Hein? Il n'y en a aucun. OK? Donc voilà, ça fait pas mal le tour des explications, ben, des choses les plus importantes là, ben, dans mon livre à moi sur les concepts essentiels en troisième secondaire. Donc, ben, je vous remercie d'avoir écouté, puis on se reparle bientôt.